pensez que le poids de l'âge est un handicap dans la gestion des affaires publiques? Il faut faire attention avec l'histoire d'âge. Il faut faire attention. Aïdjo a pris le pouvoir, il avait 34 ans. Quand il a été nommé Premier ministre. Ouais. Il est devenu président à 36 ans, le 5 1960. Il avait déjà incendié le quartier Congo. Il a incendié le quartier Congo au mois d'avril 1960. Il faut faire très attention. On peut être jeune et réactionnaire, et vieux et progressiste. Le débat n'est pas là. Il y a des vieux très progressistes. Mitterrand était progressiste, malgré son âge. Mitterrand a pris le pouvoir à 65 ans. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, la vitesse et les exigences de la gestion des affaires publiques, surtout dans le monde... Oui, non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ouad était un homme très, très brillant, malgré son âge. Il y a des jeunes qui sont des fainéants, des nuls. Moi, je suis pas, le débat sur l'âge, là, moi, je suis très réservé là-dessus. Je suis très réservé. Mais il y a aussi qu'à un certain moment, le corps ne répond plus. Il faut être clair. Parce que moi, par exemple, moi qui vous parle là, quand j'étais jeune, je jouais à la guitare toute la nuit. Je pouvais passer 2 nuits sans dormir. Mais maintenant, quand je vais à une vieille funèbre, il me faut 3 jours pour récupérer. Donc le corps, à un moment, ne répond plus. Donc il faut savoir se retirer à un moment donné. Donc vous convenez avec moi que le poids de l'âge oui, bien sûr, ça peut être un handicap. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous n'avez plus les réflexes lorsque vous aviez 20, 25, 30 ans ou 40 ans. Non, ça s'en va. Vous connaissez la moyenne d'âge du gouvernement camerounais? C'est les vieux, parce que ça se cache. C'est tous des gens qui sont à la retraite depuis 20 ans. Beaucoup d'entre eux. Est-ce qu'il serait de bon ton qu'ils pensent à... Oui, moi je pense qu'il faut qu'ils aillent se reposer, oui. Beaucoup d'entre eux. Il y en a qui étaient fonctionnaires, j'étais même encore à l'école, j'étais même pas encore à l'école. Ils sont encore, il ne faut pas exagérer. Il y en a qui sont là en train de travailler alors que leurs propres enfants sont déjà à la retraite. À quel âge raisonnable pensez-vous qu'on peut conserver les affaires publiques? Un politicien, je crois que à 115 ans, il doit quand même se retirer. Vous en avez 61? Oui. Vous aspirez à devenir président de la République? Oui. Vous êtes parti pour un mandat, 2? Moi, je suis pour un mandat. Pour un mandat. Oui. Pourquoi? Parce que il n'est pas possible, il n'est pas aisé de battre un président de la République en fonction en Afrique. Donc moi, je pense que parce que nous devons maintenant installer, ancrer la démocratie chez nous. Je crois que dans un pays comme dans le Cameroun, il faut qu'on se retrouve avec 4, 5, 6, 7, 8 présidents. Là, la démocratie va s'installer. Est-ce que vous pensez que pendant un septennat ou un quinquennat, le quinquennat ou le septennat est suffisant pour traduire le plan en réalisation concrète? Je vous réponds tout de suite. Ce n'est pas, en politique, ce n'est pas la durée qui compte, c'est l'action qui compte. Il y a des hommes politiques qui ont marqué l'histoire en 6 mois et d'autres en 30 ans. Je vous répète la formule. En politique, ce n'est pas la durée qui compte, c'est l'action qui compte. Mais c'est assez caricatural. Non. Mendès France a marqué la France, il n'a pas fait 1 an de pouvoir. Tout dépend de ce que vous entendez par marquer. Je veux dire, quand on doit faire des transformations structurelles importantes dans un pays... Qui prend des décisions fondamentales, qui font ces réformes-là. Vous avez un président de la République, vous mettez en application tout ce que vous avez mijoté, ça vous prend 3 ans, 4 ans. Après, ça devient du quotidien, de la routine. Et vous sombrez dans la sclérose. Quel que soit votre caractère brillant, vous n'avez pas 4 ans pour mettre en place tous vos... D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'état de grâce. C'est quand vous arrivez au pouvoir que vous devez prendre les mesures les plus dures qui peuvent être impopulaires. Vous avez, dans un de vos livres, porté un propos très accusateur à l'égard de l'ancien chef de l'État. Oui. Considérant qu'il a participé de manière passive ou active à la connivence actuelle qui caractérise Boko Haram et les populations du nord du Cameroun. Ça c'est clair. C'est une accusation extrêmement... Non, elle n'est pas grave. Parce que Aïdjo a divisé le Cameroun en 2. Le nord était musulman et le sud était chrétien. Il a tout fait pour qu'on ignore qu'il y a des chrétiens au nord. Les chrétiens au nord étant plus nombreux que les musulmans. Il a caché cela. Et les animistes, première chose. Deuxièmement, il a promu l'islam. Troisièmement, il n'a pas ouvert l'esprit des nordistes. Il était trop conservateur pour cela. On va être précis. Il a conçu un aéroport international à Garoua. Il a conçu un stade omnisport à Garoua. Mais il n'a pas conçu l'université à Garoua. Et il s'est plaint dans son dernier discours que
à l'université de Yaoundé, il n'y avait que 3% de nordistes inscrits à la fac de sciences, machin chose. Oui, mais le gars qui vient de Yagoua, il va venir vivre où à Yaoundé? Si toi, tu avais construit une université à Garoua, il n'y aurait pas 3% d'étudiants nordistes à la fac de sciences, il y en aurait 40-50%. Vous voyez? Il est responsable du retard du Nord à Idjo. Il est responsable. Mais vous faites un saut qualitatif entre le retard socio-économique et la connivence avec Boko Haram. C'est pas un retard socio-économique, c'est même un retard mental. Oui, comparé à Idjo à Bourguiba. Bourguiba a maintenu l'islam, mais il a modernisé la Tunisie. Aïdjo, lui, il a maintenu l'islam et il a conservé la société féodale du Nord. Le grand problème du Nord, c'est la féodalité qu'Aïdjo n'a pas combattu. Les Lamido et autres, il leur a donné plein pouvoir. Ce sont des gens qui maintiennent leur peuple en esclavage. Aïdjo n'a rien fait contre eux. Non, il n'a en rien diminué. Il a même accru leur pouvoir, alors que Bourguiba a mis fin à la féodalité en Tunisie. Aïdjo n'a pas fait la même chose au Nord. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette situation. Les coupeurs de route d'hier, c'était des gens, des hommes de main, des Lamido, qui ne nous disent pas aujourd'hui que tous ces jeunes que le Boko Haram recrute, ce ne sont pas les gens des Lamido. Des jeunes gens qui ne vont pas à l'école et autres. Hein? Non! Il faudra qu'un jour, on dise l'histoire. L'histoire est comme ton père et ta mère. Hein. Ta mère était prostituée, c'est ta mère. Hein. Ton père était lépreux, c'est son sang qui est sur toi. Hein. Aïdjo a commis beaucoup d'erreurs. Il a commis beaucoup de choses dont nous souffrons aujourd'hui comme nous, c'est Aïdjo. Je voudrais revenir sur un de vos ouvrages dans lequel vous accusez ce que vous appelez de façon grossière, permettez-moi l'expression, le Djiboulou, d'être à l'origine de tous les malheurs du Cameroun. Mais c'est quoi cette bête de Djiboulou? Bon, vous savez qu'il y a eu, je crois, après les élections de 2004, il y a eu des jeunes Quadra et Kenka, c'est des gens de 40-50 ans, qui ont estimé que la Constitution prévoyant seulement 2 mandats de 7 ans, le président n'allait plus être candidat en 2011. Ils se sont donc lancés dans la bataille en disant, bon, nous, on va être candidat puisque la Constitution ne lui permet plus. Ils ont commencé à manœuvrer, pour ce qui est normal, légitime. Tout Camerounais peut devenir président de la République. Sauf que le président s'est rétracté. Il a demandé qu'on change la Constitution, tout ça. Bon, mais ces jeunes gens qui ont commencé à se mouvoir se sont retrouvés un peu coincés. Et on leur donne le nom de G11, Génération 2011, parce qu'il y avait les élections présidentielles en 2011, donc c'était G11. On les a mis en avant, on a commencé à leur tirer dessus et autres. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas responsables, hein. La plupart sont d'ailleurs tous en prison. Ils sont allés voir Bongo, ils sont allés voir ceci, ils ont financé Sarkozy, ils manœuvraient pour le pouvoir. Sauf qu'ils ne savaient pas que le vieux, il voulait encore rester. Donc, la presse est tombée sur eux, on a commencé à dire, ouais, ils ont volé l'argent du pays, c'est avec ça qu'ils veulent prendre le pouvoir, etc., etc. Oui, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en dessous, ils étaient manipulés par un clan de Boulou qui avait orchestré l'arrestation des Edjoa. C'est là que ce clan est sorti du bois, si je puis dire, avec la fameuse cassette d'un entretien entre, je crois, Akam et peut-être Belling et Boutou, quelque chose comme ça. Et progressivement, les Camerounais sont mis à découvrir qu'il y avait des gens dans l'ombre qui, eux aussi, convoitaient le pouvoir, mais que le fameux G11 a simplement doublé. Et ces gens ont tout fait pour éteindre le G11. Et en se mettant à observer leur comportement, on se rend compte qu'ils ont œuvré à placer leurs éléments partout, à inféoder toute l'administration, à inféoder l'armée, à contrôler même les hommes d'affaires, à financer les associations et tout, pour prendre le pouvoir. Et malheureusement, leur patron a su, il a commencé aussi à les sanctionner à leur tour. Mais en les sanctionnant à leur tour, ils avaient déjà commis beaucoup de dégâts. Et je suis une des victimes du G12. Beaucoup de Camerounais ont souffert de ces gens tapis derrière dans l'ombre. Beaucoup de Camerounais. Est-ce que vous êtes en train d'affirmer ici sur ce plateau
qu'il existe un groupuscule d'individus originaires d'une ethnie Du sud, des ou d'une Bouloux. communauté Des particulière. Bouloux, il faut prononcer les noms. Cela a voulu prendre corps. Mais le vieux, pour protéger son pouvoir, il sait le protéger. Hein. Il les a aussi démantelés. Et puisque vous semblez manifestement bien connaître leur modus operandi, qu'est-ce qui leur a manqué pour se saisir finalement du pouvoir? Et en quoi est-ce que le cran. Et en quoi est-ce que l'échec de leur forfaiture s'est finalement transformé en malheur du Cameroun? Parce qu'ils ont paralysé le Cameroun pour prendre le pouvoir. Oui, oui. Ils ont paralysé, on peut s'étendre longuement dessus. Ils ont paralysé plusieurs secteurs d'activité pour prendre le pouvoir. Ils ont manipulé des gens, ils ont... Paralysé, c'est-à-dire? Ils ont bloqué des promotions, ils ont bloqué beaucoup de choses. Ce serait long qu'on parle de ça ici. Et par quel mécanisme? Par les nominations. Ils ont placé l'argent partout. Oui, beaucoup de nominations des délégués départementaux, provinciaux et tout. Des gens qui ne méritaient pas ont été placés parce que à la police, à l'armée, à la... Vous avez des têtes pensantes du Djéboulou? Vous en connaissez une ou deux? Je ne vais pas citer les noms, mais c'est le petit clan des boules là. Est-ce qu'ils sont nombreux? Oui, mais non, mais enfin... Non. Oui, mais vous ne pouvez pas continuer je ne veux pas citer les noms. à lancer des pavés dans la mare. Tout le monde connaît l'entretien enregistré de la conversation entre... Je crois que c'était entre Beling Boutou et puis Amadou Ali. Voilà, tout le monde connaît ça. Oui. Et il y avait eu derrière cela quelqu'un qui disait que on va enclencher le rouleau compresseur pour finir Edouard. Et cette personne, c'était Akaman Foumou qui parlait. Ça, tout le monde le connaît. Ce que je dis là, ce n'est pas une révélation. Ouais, non. Qui avait un entretien téléphonique qui circulait dans tout Yaoundé. Peut-être que vous l'avez suivi cet entretien téléphonique. Okay, ils ont mis en place ce qu'on appelle le rouleau compresseur. Mais ce rouleau compresseur n'a pas seulement broyé uniquement que Edouard. Il a broyé plein de gens. Oui. Il a broyé plein de gens. Mais vous avez posé une question que pourquoi ils ne sont pas arrivés au bout? Ils n'ont pas eu le cran. Pour prendre le pouvoir, il faut être un peu fou quelque part. Pas la manière qu'il voulait procéder. À dire que les luttes intestines pour l'accession au pouvoir et sa conservation sont assez fratricides. Oui, partout, même ici, dans les partis politiques, c'est comme ça. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'un parti politique. Non, attention, au Cameroun, il y a un vrai parti politique que les Camerounais ignorent, c'est l'administration publique. Hein. C'est ça le vrai parti. Le RDP, c'est le machin, c'est l'administration publique qui fait gagner les élections. Qui contrôle l'administration, contrôle l'accès au pouvoir, contrôle même le pouvoir. Ici, pour accéder au pouvoir, il faut avoir une machine forte, un parti politique fort. C'est ce qui a été la faiblesse de... Vous êtes Boulou? Oui, je suis Boulou. Ce qui a été la faiblesse Est-ce que vous ne pensez pas demain utiliser Non, moi je ne suis pas avec cet outil pour votre conquête du pouvoir? Donc, qui contrôle... Bon, c'est Balladur de Chirac. Balladur contrôlait le parti et Chirac contrôlait le parti et Balladur avait le sondage d'opinion. Donc, au Cameroun, ce n'est pas le RDPC qui a le pouvoir, c'est l'administration. Qui contrôle l'administration, contrôle le pouvoir. Et le président Biya le sait. Lui, il contrôle l'administration. Le RDPC, c'est pour perturber l'opposition, pour empêcher l'opposition de fonctionner. C'est ça le rôle. Est-ce que dans la forme de démocratie que nous vivons au Cameroun, vous reconnaissez à la communauté, à l'ethnie, un pouvoir de vous confier des mandats? C'est ce que je suis en train de vous dire, que les gens, ils veulent utiliser l'ethnie, alors que ce n'est pas ça. L'ethnie n'a délégué personne. Ce sont des gens qui se manifestent et qui se disent, bon, nous... Non, mais ne serait-ce que d'un point de vue démocratiquement électoral. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le Cameroun, attention, est-ce que vous savez qu'au Cameroun, la loi électorale dit que à l'élection présidentielle, il suffit d'arriver en tête. Vous voyez? Donc c'est très complexe pour se faire élire sur la base d'une ethnie. C'est très difficile. Comment vous allez même le faire? Non, ne serait-ce que sur au niveau d'un mandat local. Bon, ça, ce n'est plus l'ethnie. Si c'est au niveau du village ou de l'arrondissement, ce n'est plus l'ethnie. C'est-à-dire le facteur ethnie n'intervient plus véritablement. Moi, je pense sur le plan national, comment vous allez faire? C'est pas simple. Ce vers quoi je veux vous amener, c'est d'affirmer sur ce plateau que ce n'est pas votre conception. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas là-dedans. Mais comment vous la concevez, la politique? La politique? Oui. Je viens de vous dire que je suis contre la démocratie régionale. Je suis pour la démocratie sociale. Que les meilleurs, il faut qu'on ait des hommes politiques
de valeurs qui émergent, qui apportent des idées neuves, qui projettent le pays vers le futur. Pas les banalités du genre élection à 2 tours, tout ça, ça c'est des banalités, c'est des choses. On n'est pas un homme politique parce qu'on dit qu'il faut raccourcir le mandat à 5 ans, machin, c'est des banalités. Il faut nous apporter autre chose. Hein? Comment est-ce que vous pensez que nous pouvons relever l'économie du Cameroun? Comment est-ce que vous pensez que nous pouvons faire telle chose, que telle chose? Beaucoup de venir nous dire élection en un tour, machin. C'est pas un homme politique pour ça. C'est des banalités de... Non. Au terme de 2 heures de discussion, oui. Je dois vous avouer que j'ai le sentiment que le passage par le purgatoire carcéral vous a plutôt galvanisé. Non, j'étais comme ça avant. Hein. C'est pas que vous ne me connaissiez pas. J'étais comme ça avant. Mais je suis surpris de voir quelqu'un qui, a priori, aurait dû être brisé par les chaînes de la prison, mais qui retrouve une nouvelle jeunesse. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. La prison que vous voyez là, même dans la Bible, c'est quelque chose de redoutable. Plein de gens ont rebondi à partir de la prison. Il faut faire très attention. Est-ce que ce sera votre cas? On verra. Il faut faire très attention. Comment vous l'envisagez? Moi, je vous dis que je suis candidat en 2018. Je vous dis que c'est là. Mais au-delà de cette incantation? Quoi? Si je me fais élire, je prends le pouvoir. Est-ce que je n'attends pas une seconde? Je change plein de choses. Moi, moi, je ne tergiverse pas. Vous vivez actuellement en Allemagne, c'est cela? Oui. Est-ce un repli stratégique? Non, j'ai bénéficié d'une bourse allemande. Bon, ils m'ont accordé une bourse. Moi, j'ai dit oui, merci. Ils m'ont offert un merveilleux appartement et puis ils me donnent de l'argent tous les mois pour vivre. Bon, moi, j'ai écrit des livres. Moi, j'écris, j'ai acheté mes livres et tout ça, oui. Mais, monsieur Méomessé, nous arrivons tout doucement à la fin de notre entretien. Je voudrais ici vous offrir l'opportunité, via notre plateau, si vous la saisissez évidemment, de dire une ou 2 choses à des gens, ou aux Camerounais qui nous écoutent, des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous voudriez qui gagnent à l'esprit, des choses qui, de votre point de vue, seraient structurantes pour le devenir de notre nation et pour sa démocratie. Il faut, les nations évoluer à partir de la qualité de leur élite. Quand vous avez une élite médiocre, une nation ne peut pas évoluer. Il faut tout faire au Cameroun pour réunir les conditions de l'émergence d'une élite compétitive, compétente. Tant que vous êtes dans vos histoires d'équilibre, de régions et autres, ça n'avancera pas. Ça n'avancera pas. Il faut mettre en place, réfléchir à la mise en place d'un moyen que les meilleurs Camerounais émergent et prennent la direction du pays. Vous êtes un guerrier politique, c'est d'ailleurs ce que vous traduisez dans votre langage verbal et non verbal. Oui. Est-ce que ce serait votre souhait que les Camerounais sortent de cette espèce d'apathie politique dans laquelle ils sont et qu'ils aillent à la conquête de leur liberté? Moi, je me rappelle, j'avais écrit un livre, mais je ne l'ai jamais publié, que j'avais intitulé Cameroun 2 points, la République du sommeil. C'est la République où tout dort, dans la paix, dans la tranquillité. Cameroun, République du sommeil. Il faut le réveiller, le Cameroun. Si le jour où le Cameroun va se réveiller, nous allons courir à une vitesse astronomique. Est-ce que c'est... Pardon. Est-ce que vous savez que j'ai découvert le nombre d'ingénieurs camerounais qu'il y a en Allemagne? C'est incroyable. Dans toutes les disciplines. Arrivé à Darmstadt, on m'a dit que les étudiants camerounais, Darmstadt c'est la ville où je vis, et il y a des écoles d'ingénieurs, qu'ils étaient des étudiants brillants, performants. Tous ces gars n'arrivent pas à rentrer. Ils n'arrivent pas à rentrer parce que quand ils rentrent, ils viennent trouver le moule du RDPC, des combines, des ENAM, de l'EMIAC, de la fraude électorale, de la corruption. Ils sont dégoûtés, ils rentrent. Ou bien, quand ils regardent leur frère aîné comme moi, ils disent non, il est rentré, c'était un gars, bon, il est peut-être brillant et tout, mais ça s'est terminé par la prison, il est rentré. Ça décourage. Il y a des milliers de cas. Des gars performants que j'ai rencontrés aux États-Unis, au Canada, que je retrouve maintenant en Allemagne. Je n'avais jamais été vraiment en Allemagne, j'allais comme ça à Baden quand j'étais étudiant à Strasbourg. Mais maintenant, je vis avec les... Mais cette matière grise-là, il faut la faire rentrer. Il faut la faire rentrer de diverses manières. Il faut d'abord l'inciter à rentrer, pas en parole. Structurellement. Oui. Vous devez financer leur retour. Vous devez financer leur intégration. Il y a plein de Camerounais qui ont des entreprises ici. Mais donnez-leur les conditions de venir les créer localement. Ils ont un savoir-faire redoutable. Ils sont performants, ces gars. Je vous donne mon exemple.
Moi, à l'Institut d'études politiques, 2 de mes camarades qui étaient derrière moi ont été des ministres. Moi, je sors de prison. J'ai été formé pour être ministre en France. Donc voilà qui sort de prison. Ça, c'est du gâchis. Si vous étiez en face de Dieu, oui, et que vous aviez un seul vœu à formuler, lequel serait-il? Qu'il amène les Camerounais à mettre en place un système qui produira une élite performance. C'est l'élite qui conduit un peuple. Quand l'élite est décadente, le peuple est décadent. Quand l'élite est performante, le peuple... Le cas de l'Allemagne est très significatif. Elle avait une élite performante, mais des voyous ont pris le pouvoir et ils ont détruit tout l'Europe. Les voyous, c'est Hitler. En face de Dieu, vous parlez du Cameroun. C'est comme si le Cameroun, vous l'avez à cheville ouvrière. Comment? En face de Dieu, vous parlez du Cameroun, pas de vous. C'est dire comment vous aimez votre pays. Non, moi je suis un élément dans le camp. Dans bientôt je vais mourir, j'ai déjà 61 ans. Ce que j'ai déjà vécu est plus long que ce qui me reste à vivre. Puis je peux rentrer dans la voiture, tac, c'est fini, je suis mort. Bon, donc il faut voir l'avenir, comment ça va se passer après et tout. C'est pour ça que j'ai écrit des livres. Je ne voulais pas emporter toute cette connaissance avec moi au cimetière. Ce serait du gâchis. J'ai tellement lu, tellement rencontré des gens, tellement écouté, tellement réfléchi que je suis en train d'écrire pour que ça reste. Donc, face à Dieu, j'ai dit, il faut que nous ayons une élite performante et qui prenne le pouvoir. Parce que le tout n'est pas d'avoir une élite performante. Si elle ne prend pas le pouvoir, je viens de vous citer le cas de l'Allemagne. Les Allemands, et l'intellectuel allemand étaient très performants. Mais une bande de rigolos, de voyous a pris le pouvoir. Et ça, ouais, ça donne la Deuxième Guerre mondiale, la destruction et tout. En espérant que nous n'aurons pas de guerre au Cameroun, et ce sera le mot de la fin de notre émission. Attention, même là, il faut faire attention. Même là, ce que je vais dire va choquer. Mais toutes les grandes nations sont passées par la guerre. Hein. Il y a le rôle de la violence dans l'histoire. L'histoire, la guerre est un accélérateur de l'histoire. Ouais, il y a des conflits, il y a des contradictions plutôt, qui ne se résolvent que par le sang. C'est comme ça. La contradiction du régime colonial, il fallait le sang. La contradiction de l'apartheid, il fallait le sang. Cette thématique fera l'objet d'une invitation particulière sur le plateau de Dias TV et on aura suffisamment de temps pour en discuter. D'accord. Nous vous remercions beaucoup de votre passage sur nos antennes et le plaisir a été véritablement le mien. Bon, merci. Si ça vous a plu. Merci.